Aux portes de Paris, dans l'un des plus vieux musées de France, des cadavres attendent les visiteurs. Pour les voir, il faut traverser un campus, pousser une vieille porte et entrer dans une salle où un cavalier ne descend jamais de cheval. Le cheval est mort, le cavalier aussi. Depuis plus de 2 siècles, leurs corps tiennent debout. Ce ne sont ni des statues de cire, ni des plâtres, ce sont des dépouilles mortelles, admirablement conservées. L'homme qui a conçu cela s'appelait Honoré Fragonard. Alors pourquoi, 5 ans seulement après son arrivée, a-t-on décidé de le chasser ? Avant de répondre, regardons ce qu'il a laissé dans l'ombre de ses vitrines. Dans la même salle, un deuxième corps vous attend. On l'appelle Samson. Un écorché à nu, chaque muscle, chaque organe, chaque nerf, chaque petite veine est visible, comme à travers du verre. Et pourtant, ce corps ne pose pas pour la science. Il brandit une mâchoire d'âne, il menace, il est prêt à frapper. Fragonard lui a tordu les lèvres, lui a enfoncé le nez pour lui donner un rictus. Une colère figée depuis plus de 260 ans. Plus loin, des fœtus humains sont disposés en ronde. Leurs muscles sont à nu, et pourtant ils bougent, ils dansent une gigue comme s'ils participaient au bal d'un village. Ils se contemplent entre eux, ils interagissent, et ils vous regardent. Ils vous regardent jusqu'au malaise. Ce ne sont pas des momies, oubliez les bandelettes ou le goudron, ce sont de vrais cadavres, mis à nu, sculptés dans la chair pour révéler la mécanique du vivant. Le procédé exact qu'a utilisé Fragonard n'a jamais été retrouvé. Des générations de chimistes ont examiné ces pièces pourtant. On a bien identifié des composants, du suif de mouton, de la résine de mélèze, mais la recette complète, le dosage, l'ordre des injections, les mélanges, introuvables. Fragonard ne l'a pas écrit, ou s'il l'a fait, cela a disparu avec lui. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder l'homme qui voulait le contrôler. Claude Bourgelat n'est pas un scientifique de formation. C'est un écuyer du roi, un homme de réseau, un bâtisseur d'institutions. Il a fondé la première école vétérinaire du monde, à Lyon, avant de convaincre Louis XV d'en ouvrir une deuxième à Alfort, aux portes de Paris. Bourgelat sait exactement ce qu'il veut. Il veut une école disciplinée, des élèves formés au pas, une science utile au royaume. Le régime y est quasi militaire et l'autorité absolue. En 1762, il recrute Fragonard. C'est un jeune chirurgien de 30 ans. C'est un homme précis, méthodique, brillant. Ce nom peut-être vous parle, vous connaissez certainement son cousin, Jean-Honoré Fragonard, le peintre des bergères roses, de la légèreté de Versailles, le maître d'une période en peinture qu'on appelle le rococo. L'un peignait la peau, l'autre l'a retirée. Bourgelat pense avoir trouvé l'exécutant idéal. Il ne sait pas encore ce qu'il a vraiment recruté. Imaginez la journée de travail d'un anatomiste. Un cadavre vous est livré en été, vous n'avez que quelques heures avant que la décomposition ne reprenne le dessus. Il faut travailler vite, dans l'odeur, dans la chaleur, les liquéfactions, ouvrir, identifier, prélever et recommencer. Fragonard reçoit des chevaux, des bœufs, des chiens, des loups, mais aussi des corps humains. Ceux des condamnés, des indigents,
Des corps que personne ne réclame. La loi ne l'interdit pas. La société préfère ne pas trop regarder. La science avant tout. Fragonard, lui, regarde. Il cherche ce que personne avant lui n'a réussi à trouver. Comment arrêter le temps dans une dépouille mortelle? Alors, il injecte, il teste, il rate et il recommence. En moyenne, il lui faut une douzaine de tentatives avant d'obtenir une pièce viable. 12 corps, 11 échecs putrides et une réussite éternelle. Il finit par trouver une technique d'injection liquide qui pénètre les vaisseaux et les fibres les plus fines. La substance finit par durcir à l'intérieur des chairs. Le corps ne pourrit plus. Il est figé dans une presque éternité, conservant des transparences. Bourgelat est satisfait et Fragonard produit. L'école avance. Mieux, Bourgelat signe des publications qui doivent tout au travail de son subordonné. Le nom de Bourgelat en couverture, le travail de Fragonard à l'intérieur. Fragonard ne dit rien, il continue. Puis un jour, les corps changent. Ils ne sont plus seulement posés à plat sur des tables de dissection. Ils prennent des attitudes. On prend un homme, on le monte sur un cheval. On en fait un cavalier. Ce cavalier est figé dans un galop. Il a un regard, une direction. Samson, lui, menace. Et les fœtus, eux, dansent. Chaque position révèle quelque chose qu'on ne verrait pas autrement. Un muscle en tension, une artère sous pression, un réseau nerveux, un réseau veineux. La pose sert la démonstration scientifique. Mais un anatomiste n'a pas besoin d'un rictus biblique pour enseigner un muscle. Il n'a pas besoin d'une mise en scène de fœtus pour expliquer un réseau veineux. Fragonard est en train de faire autre chose. Il fait de l'art avec des morts. Et c'est là que la rupture intervient. En 1771, Bourgelat tranche. Fragonard doit partir. Le motif exact n'a pas été conservé. Les archives parlent de tensions, de désaccords, mais le décor parle assez clairement. Ces pièces circulent dans les conversations à Versailles. On vient de loin pour les voir, on les admire, on les redoute aussi un peu. Le roi s'y intéresse, l'aristocratie le sollicite. Bourgelat avait besoin d'un anatomiste anonyme au milieu de son institution. Fragonard, lui, commence à exister par lui-même. Ces morts ne servent plus seulement la leçon, ils fabriquent du silence. Silence autour d'eux, mais ils imposent un nom, le sien. Pour Bourgelat, c'est le vrai danger. Une école royale ne peut pas laisser son anatomiste devenir plus fascinant que l'institution qui l'emploie. Fragonard est renvoyé, et il n'a que 39 ans. Un homme ordinaire aurait rangé ses scalpels. Fragonard, lui, ouvre un cabinet privé, ce qu'on appelle un cabinet de curiosité. Il continue de disséquer chez lui, dans son appartement. L'obsession a survécu à l'institution. On l'accusera plus tard d'être devenu fou à force de côtoyer les morts. La folie arrangeait tout le monde. Elle était plus confortable que la vérité, celle d'une obsession méthodique. Morbide, certes, mais qui n'avait jamais eu besoin d'une école pour exister?
La Révolution arrive. 20 ans après son renvoi, elle lui rend les clés d'Alfort pour faire l'état précis des collections. Or, il retourne dans les salles, il reconnaît ses pièces, il les inscrit dans un inventaire national où il recensera 3033 préparations. Pour Samson, il écrira simplement 20 ans après « Belle préparation ». C'est tout. En 1775, son monde part en morceaux. 600 de ses pièces sont dispersées aux quatre coins de Paris, entre l'école de la santé et le muséum d'histoire naturelle. Il n'en restera qu'une vingtaine d'écorchés. Il meurt en 1799, à l'âge de 66 ans. On ne sait pas où il a enterré, sa tombe elle-même s'est effacée. Il ne reste qu'une vingtaine d'écorchés aujourd'hui, tous classés monuments historiques. Les autres ont été perdus, détruits ou dispersés. Ou peut-être dans votre grenier. Allez voir. Son procédé s'est perdu avec lui. Fragonard n'a pas seulement conservé des morts, il a conservé le malaise qui va avec. Dans la salle principale, le cavalier est placé de telle façon que son regard semble vous suivre. Alors ce n'est pas un effet voulu, les orbites vides créent une illusion d'optique. Mais cela, Fragonard le savait. Il travaillait avec les yeux ouverts depuis 30 ans. Il savait exactement ce que vous verriez en rentrant dans cette salle.